Dans mon demi-sommeil, je sais qu'il est l'heure. Les éboueurs sont passés, il est 7 heures. Bientôt, le rideau de fer du primeur va grincer. Voilà, je suis debout. Je fais les gestes de tout le monde à cette heure-ci. Si chacun sait ce qu'il doit faire, moi je dois l'inventer à chaque instant. Je sais que je dois garder mes repères, même si je n'ai plus de travail. Je descendrai à 9 heures, à l'heure où les commerçants ouvrent leurs boutiques. En les regardant vivre, j'entre dans le rythme perdu du monde du travail. Le rythme de ma vie, lui, est ponctué par les recherches de contrats, les lettres, les appels téléphoniques et les rendez-vous. C'est un rythme saccadé, chaotique. Et je ne parle pas des heures d'attente dans les institutions. ANPE, ACEDIC, services sociaux, associations professionnelles. Alors, régulièrement, j'aère mes pensées en promenant mon regard sur la vie environnante. Pas très loin, en bas de chez moi. Et là, j'y fais le plein de couleurs. Tu vas t'acheter tout de suite. Hein? Tu vas t'acheter tout de suite. Oui. Donc je change rien, Lucien. Non, tu changes rien. Lucien? Oui, je suis là. La Fortuna, est-ce qu'il y en a? Oui, elle est là. Je vous dérange là, vous êtes en plein travail. L'autre jour, j'ai vu un jeune homme vous aborder, vous demandant des petits boulots, je crois. Oui. Ce qu'on appelle maintenant les petits boulots. Ah oui, bah ça peut arriver. Hein. Surtout, on est dans des métiers où les gens viennent directement et puis nous demandent si on a du travail pour eux. Vous refusez jamais qu'on mette des petites étiquettes sur le mur, hein, demandant... Non, puisqu'on participe quand même à la vie du quartier, du coin où on se trouve. Et puis, donc chaque fois qu'on peut favoriser quelque chose, on le fait. Hein. Puis c'est un peu notre devoir, d'une certaine manière. Devoir civique? Pas civique, faut pas... disons, c'est plutôt un lien, c'est pas... Faut pas... Non, je vais chercher quelque chose de contraignant. Mais c'est plutôt un lien naturel avec la vie du quartier. Dans le tissu familier des commerçants où je me pelotonne, je sais que je suis comme un accro qui ne doit pas s'agrandir. L'univers des vitrines renvoie au rythme d'une journée normale où chacun refuse à sa façon de disparaître. Aussi, tous ensemble, nous ne laissons pas filtrer les murmures des arrière-boutiques. Nous échangeons nos sourires et nos signes de sympathie comme autant de signes de reconnaissance. Ils me savent chômeuse, personne en difficulté, non coupable. Ils évaluent avec moi le dérapage. Pas d'emploi, pas d'emplette. Ils ont compris que cela n'arrive pas seulement aux autres. Alors, je ne pousse plus leurs portes pour acheter, mais pour afficher des petites annonces dans les boutiques. Je ne suis plus une bonne cliente, mais les liens de bon voisinage maintiennent le contact. Dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes comme ça, comme moi, qui viennent à la porte de ta boutique en demandant du travail? Très souvent. Là, on connaît les commerçants, on peut se permettre, on a des contacts journaliers avec les commerçants, on peut se permettre de leur demander des choses quelquefois très, très intimes, comme une recherche d'emploi, la recherche d'un appartement, enfin la garde d'un enfant, enfin on peut rendre des petits services, ça c'est tout à fait naturel. Avant tout, garder le contact. Les idées naissent parfois de l'échange, d'une parole un peu moins pudique que les autres, d'une confidence même. Alors, sans honte, je passe les portes vitrées pour y coller des étiquettes, des annonces dans lesquelles je distille mes compétences. Cours particuliers, traduction, garde d'enfants. Certaines boutiques sont nées avec le quartier. C'est un peu de la mémoire de Paris qui respire au-dedans. Et c'est un peu de mon enfance que j'y retrouve. C'est une affaire qui existe depuis 110 ans. Et 110 ans dans le jouet, c'est très très rare. C'est une des plus vieilles de Paris. Alors elle a déjà toute une histoire. Quand je l'ai prise en main, j'avais déjà des vieux grands-pères qui avaient été au lycée Jacques Decour, me racontant leur flânerie dans le magasin et leurs achats de petites voitures, de bouts de bois ou de pièces, de mécanos au détail à l'époque. Donc j'ai vieilli avec et je me suis attachée à cette boutique. C'est un magasin centre-ville avec une clientèle de quartier, clientèle de proximité. Il fallait maintenir
cette qualité de magasin traditionnel. Il faut que chacun puisse trouver ici, sans avoir à partir vers les grands magasins, à peu près tout ce qui se fait dans le jouet. C'était ma politique. Raconte-moi l'aventure du jouet dans ta vie. J'ai fait des études de comptabilité-gestion. Et puis, j'ai travaillé quelque temps dans une grande entreprise pharmaceutique. Et le rêve de mon mari était de s'installer. Alors, l'opportunité du jouet en plus, nous sommes partis tête baissée dans les dettes et pour acheter ce magasin. Et ensuite, vu la difficulté à rembourser une affaire, il a repris son travail à l'extérieur et moi je suis restée ici dans les jouets. J'y suis depuis 30 ans. Voilà. Ce sont de bons souvenirs? Des bons souvenirs dans l'ensemble, parce que c'est la jeunesse aussi. Et puis quand on entreprend quelque chose, c'est toujours pour réussir quelque chose. Pas de difficulté pour faire le boulot correctement. Allez. Au début de notre carrière, on a eu le plaisir de rencontrer des collègues qui étaient assez proches dans le quartier, avec qui on a eu un très bon contact et nous avons pu faire des échanges. Lorsqu'un produit manquait, nous le prêtions, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, un tel contact est possible entre les commerces? Toujours. J'ai une autre collègue qui n'est pas très loin, qui malheureusement a une petite affaire et qui va être obligée de fermer boutique en raison de la baisse des chiffres d'affaires. Et nous faisons quelquefois des achats en commun, des rétrocessions de factures, afin de pouvoir faire face. Et nous sommes de plus en plus obligés de nous grouper afin de résister à la pression du commerce tel qu'il se pratique maintenant. Tu veux dire les grandes surfaces? Notamment. Et les grandes surfaces de jouets et les grandes surfaces en général. Pour rester compétitifs, nous sommes obligés de négocier des prix auprès de nos fournisseurs pour rester à peu près dans le coup. Je sais que la concurrence a beaucoup changé. C'est-à-dire que les grandes surfaces existaient déjà, mais elles se sont multipliées comme des petits pains. Et de plus, il y a eu des grandes firmes américaines qui ont fait une implantation sauvage autour de toutes les grandes villes de France. Ça fait mourir les commerces de centre-ville. C'est très dangereux. C'est difficile actuellement. Ça, je dois dire que ça fait 2 ans, les banques ont cessé de nous soutenir autant, du moins. Tu as une vendeuse? J'ai une vendeuse à temps plein, mais en raison des difficultés que nous avons actuellement, nous sommes sur le point de passer à mi-temps. Ça me donne beaucoup de soucis, parce que je veux éviter un licenciement, mais il est certain qu'on est obligé de prendre des mesures actuellement, même si on ne le veut pas. Si les affaires reprenaient, tu reprendrais Denise à temps plein? Absolument. De toute façon, c'est une décision que nous prendrons ensemble et c'est un projet qui est pour tout de suite. Et les mois forts, je la reprendrai évidemment à temps plein et il faudra voir en fonction de la situation actuelle où ça s'améliore et on repart bien. Autrement, point d'interrogation aussi. Midi, j'abandonne le statut de cadre pour rester dynamique. Je découvre le monde des boulots à la petite semaine pour lesquels personne n'exige de plan de carrière. Dans quelque temps, je n'aurai plus de rentrée d'argent et mon épargne s'épuise. Je vais te déranger dans les comptes, Bernard? Oui, je t'écoute. Tu fais les comptes après tous les services? Après tous les services, il faut comptabiliser et les tickets restaurants, et les chèques, et les cartes bleues, les ventiler selon les valeurs, les enregistrer. Tu préfères le faire au fur et à mesure ou... Oui, parce qu'à la fin de la semaine, il y a pour 3 ou 4 000 francs de tickets restaurant à 40 francs de valeur faciale moyenne, et ça fait trop long pour
tout refaire, donc il est plus rapide de le faire au fur et à mesure. J'ai un impératif juste pour finir la banque avant 17h, parce que les banques ferment à 17h et je ne voudrais pas laisser trop d'argent dans le tiroir caisse pendant tout le week-end. Bernard, quand je te vois travailler comme cela, j'ai l'impression qu'être son propre patron, c'est un asservissement, en l'occurrence. Oui, c'est un asservissement, mais on le fait ou on le fait pas. Je pense que toute profession a ses contraintes et on ne peut pas s'en passer. Sauf si tu veux faire un travail qui ne t'intéresse pas et tu arrives le matin en disant vivement que la journée soit finie. Je pense que chaque personne qui se sent concernée par son travail s'y donne à fond. C'est un métier qui demande énormément. On est dedans, on y est à 100%. Ce qui veut dire que ta vie privée a influencé tes choix professionnels, mais que tes choix professionnels ont aussi... Bouleversé ma vie privée. Puisque j'étais amené à divorcer, justement parce que ma femme n'acceptait pas, ne supportait pas de ne pas me voir, d'être systématiquement rentrée à minuit, 1h du matin tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui cette passion te sert au milieu de la crise économique dont on parle ? Oui, parce que j'ai une disponibilité vis-à-vis du client. Je sais qu'un client, c'est lui qui me fait vivre. Moi, je veux qu'un client qui entre chez moi, entre et qu'il se sente bien accueilli, et quand il repart, il a envie de revenir. Ça veut dire que tu bavardes avec le client ? Ça dépend. Il y a des clients qui n'ont pas envie qu'on leur dise un mot. Absolument pas. Et ces gens-là, il faut les respecter. Ils ont un désir de solitude, ils viennent chez toi, ils sont bien, ils veulent un café, ils prennent un livre, même ils rêvassent. Il y en a d'autres qui t'interpellent et qui commencent une conversation. À ce moment-là, il faut être disponible avec eux et être capable d'engager la conversation avec eux sur le sujet qu'ils désirent. Mais ne jamais s'imposer. Par rapport à la nourriture, tu conseilles des personnes qui rentrent chez toi ? Bien sûr. Si je dis à une table de 4 personnes, aujourd'hui j'ai une truite meunière, c'est délicieux, elle est toute fraîche, j'étais arrivé ce matin, et que les 4 clients me disent « Ah bah tiens, donnez-nous vos 4 truites », ah bah j'en ai plus qu'une, j'ai commis un impair professionnel. Heure creuse pour les commerçants. L'heure du premier bilan pour moi. Je suis prête à toutes les éventualités. Revenir sur le terrain, adapter mon savoir-faire, évoluer avec le marché, voire même rentabiliser le temps. Ce n'est pas une activité, c'est un métier. Et moi, il y a 35 ans que je fais ce métier. Et il y a 35 ans, j'ai commencé, j'avais 15 ans à travailler. Ça remonte à bien loin. Mais c'est bien haut, puisque j'ai commencé à travailler en 1958 à la Tour Eiffel, au restaurant de la Tour Eiffel. Je me rappelle même que mon père m'avait emmené me présenter. À cette époque-là, les enfants étaient encore en culotte courte, quand on avait 15 ans. Et j'étais engagé comme commis de restaurant. Et ce métier m'a plu. Mon père m'a obligé à m'y tenir, à faire 3 ans d'apprentissage. Et pendant ces 3 ans, je suis passé dans tous les postes de la salle. Je n'ai jamais fait la cuisine. Mais par contre, j'ai fait le buffet, j'ai fait le bar, j'ai fait le service, j'ai fait la salle. J'ai appris le découpage des pièces de viande. J'ai appris tout ce qui est du service de salle. Tu m'avais dit un patron doit tout savoir faire. Un patron, ça doit être capable de faire ses comptes, lire son bilan, faire ses commandes, faire en sorte voir que la cuisine, ce qui sort, c'est propre, c'est bien présenté. C'est une surveillance de tous les instants. C'est une polyvalence aussi. Polyvalence, oui, bien sûr. Si demain mon cuisinier est malade, je mets ma tenue de cuisinier et je suis en cuisine. Là, j'ai ma serveuse qui est en accident de travail depuis un petit moment. Je ne l'ai pas remplacée, mais j'assume complètement son travail. Bernard, la polyvalence des fonctions dans un restaurant comme le tien permet de résister à la crise économique ? Justement, c'est le fait d'être polyvalent qui permet de résister à la crise économique.
Il est évident que si je n'étais pas capable d'assumer les fonctions en cuisine ou les fonctions en salle, je serais amené à prendre du personnel. Et compte tenu justement des temps difficiles que nous passons, je ne pourrais pas financièrement le supporter. Mais il y a une chose qui m'ennuie énormément en ce moment, cette crise. On ne peut pas allumer la radio, la télévision, lire un journal sans voir sans arrêt, incessamment, ce mot chômage, 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 chômage. Les gens sont là d'entendre ce mot chômage. Il y a 88% de gens qui travaillent. Parlons-en un peu. Ce sont eux la force vive de la nation. Ce sont eux qui nous font vivre tous, qui permettent à tout le monde de passer ce cap difficile. Allez parler aux banquiers, ils vous diront tous que les coffres sont pleins. Les comptes sont regorgés d'argent. Les gens ne savent plus quoi faire de leur argent, mais ils ont peur. Pourquoi ont-ils peur? On leur fait peur tous les jours. Arrêtons de faire peur aux gens. Les commerçants sont chaleureux ou méfiants? Ils sont toujours méfiants à partir du moment où ils connaissent pas les personnes, mais après, ça fait un peu partie du quartier, quoi. Quand j'ai pris rendez-vous avec vous, Pascal, j'ai laissé un message à la boulangerie. Oui. Oui? C'est un petit peu un endroit où les gens me laissent des messages pour me dire qu'ils veulent me voir ou faire des petits boulots à droite, à gauche, ça dépend, quoi. Quels sont vos petits boulots dans le quartier? Très souvent, c'est des papiers, de la peinture, des étagères, des ponçages de parquet, des trucs comme ça, quoi. Donc au jour le jour, vous gagnez un peu d'argent et est-ce que vous savez le soir où vous allez dormir? Ça dépend des jours. C'est toujours la bonne question. C'est un jour, on sait qu'on a la chambre à assurer la midi et puis des fois le soir, on tourne en rond, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les 30 francs gagnés ici ou là, que tous ces dépannages mutuels m'aident moralement, même s'ils ne m'évitent pas la glissade. C'est un peu comme si tous ces gens me disaient de ne pas me résigner. Parfois, je craindrais même que les commerçants n'osent plus me les proposer, ces petits boulots, de peur de me vexer. Christiane, comment choisis-tu les objets et les articles que tu mets en vente? Par coup de cœur, souvent, ou suivant les demandes de ce que les clients désireraient avoir plus commodément, ou quelquefois en salle des ventes. Je chine, je fais pas toujours les mêmes choses. Et en visitant les salons, qui sont des salons professionnels, où il y a beaucoup d'artisans comme moi, et je les privilégie parce que il faut qu'on s'entraide un petit peu. Mais il est vrai que la majorité des objets qui sont dans le magasin sont des objets que j'aime vendre. Même si je n'aimerais pas les avoir chez moi, ce sont des objets que j'aime vendre. Je pense que j'ai pas l'esprit commerçant, ça me dessert quelquefois, mais je ne peux pas faire autrement. Quand j'ai décidé de choisir cette voie-là, c'est le côté un petit peu artistique et créatif plutôt du métier qui m'a emballée plutôt que le côté être commerçant et avoir pignon sur rue. J'aime bien que les gens rentrent pas seulement pour venir acheter, c'est mieux quand ils achètent au niveau du commerce, mais s'ils rentrent pour demander des nouvelles ou pour échanger un petit mot, c'est aussi très agréable. Et j'avais dans le temps un fauteuil Voltaire que j'ai enlevé parce que les personnes âgées du quartier arrivaient à 2h ou 3h de l'après-midi et puis elles repartaient plus. On travaille avec une pellicule qui est autocollante. Là, c'est un abat-jour qui va être réalisé avec un tissu tendu sur cette pellicule autocollante qui s'appelle du polyfane. Et on travaille à l'envers.
C'est-à-dire que le tissu se trouve tendu sur son envers et moi je vais appliquer le support sur son envers. Tu faisais quel métier avant de te reconvertir? Oh, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, mais le tout dernier en date, j'étais représentant. Mais tu as commencé dans la comptabilité, je crois. Oui, c'est-à-dire que le début de ma vie professionnelle, j'étais secrétaire comptable et j'aime pas les chiffres. Les jours où tu ne vends rien, Oui. tu réagis comment? Moi, je suis jamais sans vraiment rien faire parce que j'ai ce travail. Donc, je peux rester derrière ma table à travailler et si les clients ne sont pas au rendez-vous, ça a peut-être pas le même impact que dans un magasin, dans un commerce où le commerçant attend derrière sa caisse que le client veuille bien venir acheter. Moi, j'ai une autre activité. On sent quand même que les gens sont un petit peu pris à la gorge et bon, qu'ils seraient prêts presque à faire tout et n'importe quoi pour gagner une petite pièce ou pour ne serait-ce qu'être en activité. Et le chômage, c'est une fatalité comme la mort, un accident, un souci de maladie? Autant tu ne peux rien, tu te dis aujourd'hui je suis là, demain je serai morte. C'est pas forcément réjouissant, mais tu ne peux rien contre ça et tu ne peux pas le savoir à l'avance. Mais avec les moyens qui sont les nôtres à l'heure actuelle, on devrait pouvoir ne plus parler de cette façon-là du chômage. Et le chômage, je pense qu'on peut des choses contre. Les édifices de pierre immuables enregistrent les péripéties de nos vies. Moi, je veux y croire. Je m'accroche à nouveau aux repères du quotidien. Les enfants sont sortis des écoles, le square est plein de bruit. Je m'active sans relâche, boulimique de contact. Je cherche le déclic. L'énergie de mon quartier nourrit mes démarches. Ailleurs, la rue est anonyme. Ici, elle me fascine, bordée de toutes ces portes vitrées, en bois, en métal, porte-cochères, codes, clés, serrures. Je suis enfermée dans la rue jusqu'au moment où j'ose traverser la vitre. Chaque boutique est un univers clos qui projette sa lumière. Je ne veux pas me dissoudre dans la nuit. Je m'accroche, gourmande, aux couleurs et aux bruits. « 7 heures du soir, je rentre chez moi comme on rentre du bureau. J'ai traversé ma journée à contre-courant de ma peur, comme on remonte un fleuve. Je fais les gestes de tout le monde. Je garde les repères qui nous lient pour inventer ma journée de demain.